Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président de la République, Mbacké Kadior, ce dimanche, le chef de l'État a échangé avec le khalife général des Mourides sur les 15 points du référendum du 20 mars prochain et sur sa portée démocratique. Un attentat fait 16 morts en Côte d'Ivoire, 3 hôtels ont été la cible des terroristes. Le drame s'est produit à Camp Bassam. L'acte est revendiqué par le groupe Al-Morabitoun. C'est la première attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Et puis dans la rubrique découverte, un long voyage, une destination historique, Elmina, la ville canadienne, un des symboles du passage des esclavagistes à l'époque coloniale avec son fort, le Cape Coast. Ce soir, incursion dans les coulisses de ce bâtiment classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir à tous et bienvenue. L'association des élus départementaux s'investit pour la victoire du oui, reçue par le chef de l'État. L'AED dit se retrouver dans le texte soumis au référendum le 20 mars prochain au Marking. L'association des élus départementaux entend mouiller le maillot. Successivement, les responsables manifestent leur détermination au chef de l'État. C'est que la réforme est importante à leurs yeux. Tous les élus locaux de ce pays ont l'obligation de vous accompagner pour un vote massif, positif au référendum. Monsieur le Président, ne serait-ce que sur un seul point, c'est la création du Haut Conseil des collectivités territoriales est un motif de satisfaction, d'espoir et un cadre de dialogue entre l'État central et les collectivités locales. Le président de la République est revenu sur les enjeux de la consultation, qui est d'abord l'affaire du peuple. Et il n'y a pas mieux que les élus pour porter la parole aux citoyens, car tout va dans le sens de l'intérêt général. Les 15 points qui ont été évoqués, il n'y a pas un seul point qui a été mis en œuvre pour consolider le pouvoir du président de la République ou pour renforcer quelques prérogatives que ce soit. Un autre élément important, il est dans la politique sociale en cours, portée par une bonne santé économique. Le Fonds monétaire a dit plus que ce que nous avions avancé. On se satisfait du chiffre du fonds. En disant 6,4, je savais très bien qu'on était bien au-delà, mais par prudence, on a dit quand même, c'est sûr qu'on ne peut pas descendre des 6,4, mais on savait très bien qu'on est bien au-delà, parce qu'on a travaillé, et seul le travail paye. Comment voulez-vous qu'un pays qui, depuis 2012, a trouvé le déficit à 7,2, avec un endettement qui a été remis à un niveau extraordinaire, malgré l'effacement de la dette, en 2005-2006, les difficultés sur l'électricité, les difficultés sur la cherté de la vie, on avait dit qu'on ne peut pas diminuer les prix des denrées. 17 jours après notre arrivée, on a baissé les prix. Depuis lors, est-ce que vous avez vu un seul prix de ces denrées qui a augmenté? Au contraire, il y a une baisse. Alors tout ça, c'est le produit d'un engagement au service du pays et de ses populations pour atténuer les souffrances, faire en sorte que les revenus que nous avons par notre production nationale soient en tout cas le plus équitablement possible répartis sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a parlé de l'importance de la réforme territoriale, l'acte 3 qui va renforcer les pouvoirs des élus au profit des populations, notamment celle du Sénégal profond. Ces changements vont être possibles avec le nouveau texte qui va être soumis à l'appréciation des populations le 20 mars prochain. Un texte que les élus entendent vulgariser et voter pour l'intérêt du Sénégal. Et puis le chef de l'État va doubler la subvention annuelle destinée à l'ONCAV. Elle va passer de 20 à 40 millions. L'organisme national de coordination des activités de vacances a été reçu par le président Macky Sall au Marning. Quand l'ONCAV vient voir le président de la République, c'est pour lui manifester son soutien.
L'organisme national de coordination des activités de vacances se voit bien dans le projet de réforme constitutionnelle. Monsieur le Président de la République, nous vous informons que le comité directeur de l'ONCAV, réuni le jeudi 10 mars 2016, a décidé d'informer ses démembrements, de sensibiliser les populations sur les vrais enjeux de la réforme constitutionnelle et les appelle à voter massivement oui à la proposition de la réforme constitutionnelle. Cette position, l'ONCAV la fonde sur du concret. Amadou Kane et ses camarades ont travaillé en parfaite entente avec le ministère des Sports. Aujourd'hui, les ASC ont la possibilité de financer leurs projets grâce à une application d'une directive présidentielle. Le chef de l'État qui justement compte aller loin avec le mouvement Navétane. Le Premier ministre qui donne les subventions aux associations m'a dit tout à l'heure que lorsque nous étions à la primature, la subvention était de 25 millions, puis elle a été diminuée à 20. Je peux vous dire que nous allons à partir de maintenant la doubler pour la ramener à 40 millions par an. Nous allons demander au ministre de la Jeunesse, le ministre Mamba Niang, dans le cadre du programme d'accompagnement pour l'emploi des jeunes, à travers le PAPEJ, de financer les activités de l'ONCAV à travers le démembrement ou à travers vos projets pour que cette organisation nationale puisse effectivement trouver le soutien de l'État dans le cadre de vos programmes de développement. Puisque les réformes contiennent des points essentiels, les jeunes doivent être en première ligne. En décidant de se mobiliser pour le oui, l'ONCAV comprend ainsi le message du président de la République. Le président Macky Sall s'est rendu ce dimanche à Mbacké Kadior où il a été reçu par le Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Le chef de l'État lui a expliqué le sens et la portée du projet de réforme constitutionnelle, une initiative louée par le Khalife qui dit être confiant et rassuré quant à l'issue du scrutin. Nous reviendrons sur ce reportage avec Oumar Nying. En visite de 3 jours dans les stations touristiques d'Abéné, Kafountine, Cap Skirring, le ministre Maïmouna Ndoye Seck souhaite relancer le tourisme à l'horizon 2023. À ce propos, une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA est dégagée par le gouvernement. Les détails avec Moussa Mané. Constater la réalité sur le terrain pour mieux agir, tel est le credo pour Maïmouna Ndoye Seck à son arrivée à Ziguinchor. Pour cela, il faut sillonner les zones touristiques et aller à la rencontre des acteurs. Ici à Abéné, station touristique très importante, le ministre a reçu un accueil chaleureux, mais aussi des doléances. Nous voulons, dès à présent, que vous nous faites participer au fonds touristique, que vous gérez avec importance. Madame la ministre, nous vous assurons que nous partageons votre position sur ce grand dessein des hommes de parvenir à rendre durable le développement du volet touristique. Abéné est aussi célèbre pour son aérodrome ouvert en 1987 et fermé en 2007. L'infrastructure n'est plus fonctionnelle. Des études se mènent pour sa réouverture. Au niveau des campements, quelques difficultés sont notées. Elles sont liées à plusieurs facteurs dont l'érosion côtière, surtout à Kafountine. Réagissant à ce phénomène environnemental, le ministre indique que des études sont en cours pour diminuer la vulnérabilité de la zone. Malgré tout, le vent de la reprise se fait sentir. Après cette station balnéaire, direction Cap Skirring, la plus grande du sud, à l'aéroport, le ministre du Tourisme et des Transports aériens vient procéder à la pose de la première pierre de la cuve à kérosène. D'une importance stratégique, elle vient régler définitivement les problèmes de ravitaillement des avions. Ce qui va changer concrètement, ce sera juste de pouvoir mettre à disposition donc, du carburant pour les avions qui pourront venir donc, de l'Europe ou d'autres continents directement donc, sur Cap Skirring sans avoir besoin de passer par Dakar. Ce qui réduit en fait les coûts simplement pour les compagnies aériennes. Dans 5 mois, nous espérons donc pouvoir mettre en service donc, le dépôt d'hydrocarbures. Le ministre a aussi fait un tour à l'hôtel Club Med. Sur place, elle s'est entretenue avec quelques touristes. Un acte bien salué. On le trouve très bien.
on s'amuse bien, il fait beau, il fait chaud. Les Sénégalais sont très accueillants, très gentils et non, tout se passe très bien. C'est vraiment très surprenant car on a fait beaucoup de pays dans le monde et le pouvoir avoir le plaisir de rencontrer une autorité nationale d'un pays, c'est toujours très flatteur pour un touriste. Et Madame la ministre sait vraiment accueillir les touristes au Sénégal. Le CRD tenu avec l'ensemble des acteurs boucle cette tournée, une occasion pour revenir sur des préoccupations du moment. L'engagement est déjà pris par le chef de l'État qui a décrété la Casamance zone touristique spéciale d'intérêt national. Le ministre entend impulser le dynamisme du secteur à travers des actions concrètes. Nous avons présenté des mécanismes efficaces, comme le crédit hôtelier, comme le projet microtourisme, qui permettront aux investisseurs, aux acteurs du tourisme en Casamance, de pouvoir mettre à niveau leurs différentes infrastructures, ce qui permettra de faire revenir les touristes. Et le crédit hôtelier de 5 milliards qui a été mis en place par le gouvernement, ainsi que le projet microtourisme, permettront aux acteurs qui le souhaitent de remettre à niveau leurs réceptifs. Faire de la Casamance un hub touristique, c'est en tout cas le souhait des autorités nationales. Pour le moment, les effets positifs se font sentir dans les sites touristiques. Du côté des acteurs, l'optimisme est le sentiment le mieux partagé. Ils souhaitent que ce décollage soit durable. Les rencontres thématiques que le gouverneur de Sédhiou a initiées se poursuivent. Ce mois-ci, c'est la santé qui est à l'honneur. Le bilan, les contraintes et les perspectives, tout a été passé au crible. Des recommandations importantes sont sorties de cette assemblée pour améliorer les performances dans le secteur de la santé dans la dite région Kaltongé. La santé est à l'honneur ce mois-ci. Une rencontre thématique sur le sujet. La situation sanitaire de la région a été passée au peigne fin. Sédhiou a fait des progrès dans ce domaine, mais les contraintes demeurent. J'en citerai 3 seulement dans 3 domaines. Dans le domaine de la santé et de la reproduction, nous avons discuté aujourd'hui largement de la question des consultations prénatales, les accouchements à domicile, mais également les décès maternels et néonatals. Nous avons parler également du VIH. Il y a une très forte amélioration des indicateurs, surtout dans le domaine de la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant, mais également des efforts restent à faire. Je citerai un peu, puisque je parle du VIH, un peu du taux de détection de la tuberculose qui est encore relativement faible dans la région. En cela s'ajoute le manque de spécialistes, d'infrastructures et des ressources humaines qualifiées, mais les perspectives sont rassurantes, des réalisations sont en cours et d'autres projets sont annoncés. Il y a de très fortes améliorations qui sont prévues. Déjà, le district de Bunkiling a bénéficié d'un centre de santé de type 1, qui va être un centre de santé complet qui va être construit à partir de cette année selon les procédures des marchés. Nous allons vers l'ouverture du centre de santé de Samine et de Goudomp, donc qui vont aider fortement la population de ces zones-là. Et également, il y a un projet d'extension des services à l'hôpital de Sédhiou. De là, il y a un projet de construction d'un hôpital régional à Sédhiou. Ces rencontres thématiques initiées par le gouverneur de la région sont des occasions pour régler certains problèmes concernant tel ou tel domaine. Pour la santé, des recommandations ont été faites. Nous pensons que la mise en place et la fonctionnalité des comités de gestion va être un intrant de qualité pour aider à la fonctionnalité donc, des structures de santé et prendre en charge les questions qui sont internes à certaines structures. L'autre élément, c'est les comités départementaux de suivi des programmes de santé. Ça nous semble aussi important puisque nous avons beaucoup de programmes qui sont déroulés au niveau donc, de la région et plus particulièrement au niveau des districts. Et il est bon qu'à l'image donc du niveau régional qu'on puisse procéder à une démultiplication donc, de ces structures de coordination pour en créer certaines au niveau des départements afin que la coordination de l'action publique dans le domaine de la santé soit efficace et efficiente au niveau donc, des départements. Ce rendez-vous mensuel a été couplé avec la revue régionale des indicateurs de santé 2015. Le constat est là. Sédhiou est une région où il reste beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé. La localité de Niakhar va bientôt ouvrir son nouveau centre de santé. L'infrastructure est réalisée à plus de 95%. Elle a reçu la visite de la direction des équipements du ministère de la Santé qui s'est également rendue à l'hôpital de Fatick. Après 2 ans de fonctionnement, la structure a relevé son plateau technique.
Quant aux malfaçons dans l'ouvrage, l'entreprise CDE s'engage à les reprendre intégralement. Oumar Diawa. Ces gamins revenant de l'école n'auront sans doute pas besoin de prendre la route pour aller voir ailleurs. Niakhar, leur localité se développe petit à petit, les infrastructures se multiplient et voici le centre de santé. Presque achevé, et nous avons visité tous les services et même il y a certains équipements qui sont en train d'être livrés. Niakhar, situé à une vingtaine de kilomètres de Fatick sur l'axe qui mène à Bambey, polarise une importante population. Jusqu'à maintenant, l'accès aux soins était difficile dans cette zone. Le nouveau centre de santé devrait bientôt commencer à fonctionner. Nous avons convenu donc un plan d'action que nous allons essayer de dérouler pour voir donc le déménagement au niveau du nouveau centre de santé de Niakhar. À Fatick, après 2 ans de fonctionnement, l'état des lieux de l'hôpital régional révèle quelques dysfonctionnements. Notamment au niveau de l'électricité, de la plomberie, de l'étanchéité, etc., qui ont été identifiés par notre service technique de maintenance. Ces dysfonctionnements-là n'ont pas empêché l'hôpital de fonctionner. L'entreprise chargée des travaux compte bien prendre en compte ce diagnostic et apporter les solutions ou plutôt les remèdes. Généralement, quand il y a une restitution provisoire et une restitution définitive, beaucoup d'entreprises se disent bon, ça y est, le lien est coupé. Chez nous, non. Quels que soient les problèmes techniques qu'ils ont, on est censé répondre et régler ces problèmes techniques. L'hôpital régional monte en puissance, les services sont fréquentés et fonctionnels, la production d'oxygène est une réalité, du matériel de réanimation est arrivé. Le service d'imagerie est bien équipé et un fauteuil dentaire complète l'ensemble. Une nouvelle chaise dentaire et un appareil de radio panoramique que Monsieur le Président de la République avait donc promis à l'hôpital. Nous avons eu quelques problèmes d'équipement dans le passé, mais ces équipements-là, ces problèmes sont en train d'être réglés quand même au niveau de l'entier. Ces visites de terrain avant et après la fin des travaux font partie du nécessaire suivi des infrastructures sanitaires. Dans l'entretien des équipements médicaux, la rigueur et la rapidité sont des gages de réussite, comme dans la lutte contre la maladie. Les équipements aussi peuvent être malades si la maintenance ne suit pas. Le domaine agricole communautaire de Boulel dans la région de Kaffrine va coûter 5 milliards de francs CFA. Ce DAC va permettre de créer 20 000 emplois. L'annonce a été faite samedi lors d'un forum sur l'emploi des jeunes organisé dans cette localité du bassin arachidier. Louis-Philippe Sagna. Khoré, Warkere, l'année de Toubafal délimite le domaine agricole communautaire de Boulel. La mise en œuvre de ces 2000 hectares passe par ce forum. Un cadre approprié pour renforcer la sensibilisation. Boulel, c'est une localité qui a comme ressource la terre. Avec la mise en place de ce DAC, ça peut résorber le chômage et empêcher l'exode. Donc sur le plan économique, je pense que ça peut vraiment régler beaucoup de problèmes au niveau de la commune de Boulel. Toute une région mobilisée pour accueillir à bras ouverts ce programme novateur du chef de l'État, dédié essentiellement à la jeunesse. Nous devons réussir le PRODAC ici dans la commune et dans le département de Kaffrine, pour ainsi dire, pour que tout le monde puisse s'inspirer de cet exemple et venir ensemble se battre contre le sous-développement. Nous voulons que la jeunesse sénégalaise, particulièrement de la commune de Boulel, se mobilise autour de ce projet. Nous nous engageons parce que la disponibilité réelle de la jeunesse ne fait pas défaut. Et nous donnerons tout ce que nous avons de vie, de sources, d'énergie pour que ce programme réussisse. Partout où le PRODAC passe, l'administration territoriale l'accompagne sans faille. Ceci entre en droite ligne, n'est-ce pas, avec la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État. Résorber, n'est-ce pas, le taux de chômage, qui est un peu grandissant. Si on nous présente, n'est-ce pas, un tel projet, qui peut donc peut-être, n'est-ce pas, employer, n'est-ce pas, beaucoup de main-d'œuvre, là, nous pouvons donc, en tant qu'administration, donc, n'est-ce pas, adhérer, n'est-ce pas, à ce projet. Le chef de l'État a décidé de mettre 5 milliards dans un pôle comme celui-ci, aller chercher l'eau, aménager des terres, mettre en place des serres et de booster la productivité à l'unité de surface. Mais surtout, de former les futurs entrepreneurs de notre pays. L'espoir est donc permis dans cette localité du bassin arachidier où la création massive d'emplois va permettre sans doute d'inverser le phénomène de l'exode rural. L'atelier de partage sur l'arrêté organisant la campagne d'exploitation forestière vient de se tenir à Tambacounda. Cette année, le quota national est de 971 000 quintaux, dont 46% supportés par la région. L'exploitation
va se tenir dans 13 forêts aménagées. Abdoulaye Sinkaré. Comme chaque année, les exploitants forestiers et les services des eaux et forêts se retrouvent pour discuter de l'arrêté organisant la campagne à venir. Partager donc les dispositions de l'arrêté, expliquer un à un les articles qui sont dans l'arrêté pour une meilleure compréhension. Parce que si les gens ne comprennent pas les dispositions qui sont prévues donc, dans cet arrêté, donc, ils auront du mal à les appliquer. C'est pourquoi il faut bien prendre le temps pour convoquer tout le monde, toutes les parties concernées, et puis bien expliquer l'arrêté. À Tambacounda, cette rencontre est d'un enjeu capital car la région fournit près de la moitié de la quantité de bois autorisée au niveau national. 446 000 quintaux pour cette présente campagne, soit 46% du quota national qui est de 971 000 quintaux. On a l'impression qu'il y a une grosse pression au niveau de la forêt, des forêts, ce qui n'est pas le cas, parce que quand même c'est une exploitation qui est bien organisée. Et aussi, il y a aussi des critères d'exploitabilité qui sont bien établis, notamment l'exploitation exclusive des combrétacées, c'est-à-dire l'exploitation se base sur des espèces qui rejettent par souche. Depuis 2005, l'exploitation se fait dans les forêts aménagées. Tamba en compte 13 répartis dans 585 villages. Des comités locaux exploitent une partie des ressources et l'autre est réservé aux externes organisés en coopérative qui signent des protocoles avec les communes concernées. Il faut nécessairement qu'on puisse prendre nos responsabilités, s'impliquer davantage dans ces politiques de mise en défense, travailler dans le reboisement et faire de sorte pour éradiquer des incendies de forêt, s'il y a lieu. Donc, c'est ça l'économie de notre rencontre aujourd'hui. On va signer encore un protocole d'accord avec les producteurs locaux pour installer les organismes dans les zones de production. Ce qui a été fait depuis les aménagements, les possibilités sont exploitées par les riverains des massifs forestiers. En premier. Et les gens ont tendance à oublier ça. Et ces gens n'ont pas besoin d'agrément, n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit. Parce que le pari qui était derrière ce choix, c'était de dire que les populations qui étaient riveraines de ces massifs sont beaucoup plus regardantes du point de vue pérennité de la ressource. Pour ce qui est du bois artisanal, la région doit fournir 28% du bois à usage de menuiserie et 16% de celui destiné à la sculpture. Kolda abrite depuis hier un atelier de 2 jours avec des acteurs de l'exploitation forestière pour valider un manuel de procédure administrative et financier de gestion des forêts aménagées. L'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le projet 2, programme de gestion des énergies domestiques financé par la Banque mondiale, le Fonds mondial de développement et l'État du Sénégal. Ibrahima Fall Junior. C'est un exercice inédit auquel s'adonnent tous les acteurs concernés par l'exploitation des massifs forestiers aménagés. Valider un manuel de procédure administrative et financière, un pas décisif pour atteindre l'objectif d'une gestion qualitative et durable des ressources naturelles. Les enjeux sont tellement importants qu'il faut organiser les acteurs. L'organisation demande un ensemble d'outils, parmi lesquels le manuel de procédure administrative et financière. Pour les collectivités locales, le manuel de procédure vient renforcer les normes déjà édictées par le projet 2 et qui organise l'exploitation et la redistribution des richesses entre producteurs locaux, collectivités locales, comités intervillageois de gestion des forêts et les populations vivant autour des massifs. On retrouve vraiment notre compte là-dedans parce qu'au niveau de la commune de Bagadadji, chaque année nous avons des redevances qui nous permettent de faire beaucoup de réalisations. À Bagadadji, dans la région de Kolda, écoles et groupements de femmes ont pu bénéficier de l'exploitation du charbon dans les surfaces aménagées. Je peux vous montrer ce puits-là qui est devant vous, qui a été réalisé à partir de l'exploitation des forêts aménagées et à travers monsieur le maire ici présent. C'est des choses que le projet continue toujours à faire dans la collectivité locale. Et aussi, il nous aide dans les inscriptions des élèves, les fournitures des bourses scolaires données aux élèves. En dehors des intrants que nous payons avec les bénéficiaires et des parcelles, nous avons de quoi acheter des vivres pour la famille. Pour les comités intervillageois de gestion, les outils proposés par le projet 2 ont permis une amélioration de la qualité de vie des populations. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir un manuel de travail qui nous permet au moins de mieux gérer ces fonds.
Il y a des problèmes entre les surveillants et les présidents, des problèmes entre les eaux forêts et les maires, des problèmes entre les présidents et les maires. Mais avec cet outil-là, ça nous permet de bien réaliser notre travail. Ça nous a beaucoup plu. On en tire des leçons très importantes. Ces comités-là sont en train de gérer beaucoup d'argent annuellement, pas moins de 15 milliards par an. Il est important de mettre en place des règles de gestion. Avec le projet 2, c'est un management innovant des forêts qui voit le jour pour réduire la forte pression exercée sur les ressources. De quoi satisfaire les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement, mais également l'État du Sénégal. Le directeur national de la police vient de procéder à l'installation du groupe opérationnel et à l'inauguration du nouveau bureau des passeports de Tambacounda. 50 éléments du groupement mobile d'intervention sont affectés dans cette région pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils sont 50 gémis à prendre fonction dans ces locaux du groupe opérationnel de Tambacounda. Ce nouveau jalon posé par l'État entre dans le cadre de la forte politique de sécurisation des personnes et de leurs biens. Ce nouveau groupe d'intervention installé va couvrir 3 régions du pays. Je me réjouis aujourd'hui d'être parmi vous pour procéder à l'inauguration du groupe opérationnel du GEMI de Tambacounda. Cet acte que nous posons s'inscrit en droite ligne du renforcement du maillage sécuritaire de notre pays, afin que tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, puissent se reconnaître dans les dispositifs sécuritaires mis en place par les forces de défense et de sécurité pour la protection des personnes et des biens. Le groupe opérationnel de Tamba est une entité qui est venue à son heure, d'autant plus qu'il vient à l'instar des autres groupes opérationnels, comme celui de Thiès, de Ziguinchor et de Dakar. Donc en fait, c'est une entité qui est venue au niveau de Tambacounda pour venir en appoint les services de sécurité qui sont déjà implantés dans la zone. À Tambacounda, le directeur de la police nationale a aussi inauguré le nouveau bureau des passeports, un ouf de soulagement pour les populations de Tambacounda, Kédougou et Vélingara. On a mis à la disposition de la ville de Tamba ce qu'on appelle une unité mobile d'enrôlement. Donc cette unité mobile d'enrôlement permet aux gens de déposer le passeport en évitant de passer par la structure centrale qui se trouve à Djepel. L'unité est dotée d'un ordinateur qui permet de traiter les données, de transférer les données à la structure centrale, et la structure centrale peut produire le passeport après les photos qui ont été effectuées ici même, et la signature ainsi que la prise d'empreinte, qui sont les données biométriques dont on a besoin donc pour établir le passeport. Avec l'installation de ce groupe opérationnel composé de 50 gémis, l'État va répondre de façon plus pragmatique et plus efficiente aux besoins sécuritaires des populations de Tambacounda et des localités environnantes. Le directeur général de la Sûreté nationale à Tambacounda et puis à Matam, nous parlerons de cette élection des militaires, mais en attendant, le directeur général de l'aquaculture était en visite de terrain à Kaolack et à Toubacouta sur place. La production de spiruline lui a été présentée ainsi que d'autres projets ostréicoles. Voici le reportage de Claire Diop. Journée très chargée pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture. En mission au centre du pays, sa délégation a visité la ferme de production de spiruline de Keur Mariama à Diafat. Ici, sur 500 mètres, le produit cultivé est une algue connue pour ses bienfaits depuis plus de 3 millénaires. Chaque année, la production globale s'élève à 1 tonne de spiruline séchée. Le produit est très efficace dans la lutte contre la malnutrition. Le secteur compte jouer pleinement son rôle dans l'agriculture sénégalaise. Il est aussi pourvoyeur d'emplois. Nous avons une ferme qui fait 10 bassins de 50 mètres carrés, donc ça fait 500. Et que notre ferme est humanitaire à 50%. Même pour lutter encore contre le sous-emploi au niveau des jeunes, il serait aussi intéressant que la spiruline puisse rentrer dans les DAC que le gouvernement a mis en place. Double avantage parce que ça permet de gagner de l'argent, ça permet de faire des emplois. Ensuite, cap sur l'île de Nemaba, une localité dans le Toubacouta. Ici, un parc ostréicole est érigé où s'activent les femmes du GIE Yon Diofior.
La réalisation, un programme de l'ANA qui vise l'amélioration et la modernisation des systèmes de production. Des stratégies nouvelles sont expérimentées et les résultats sont plus que probants. À l'origine, les femmes, dans leurs activités traditionnelles, elles allaient jusqu'à couper les racines des mangroves et agresser un peu la biodiversité écosystémique. Et avec l'implantation de ce système d'élevage de l'huître, on peut laisser la mangrove saine. Nous avons pu constater la valeur très importante au plan nutritionnel, au plan financier, mais aussi au plan, ce qui dépasse même l'économie en mon sens, au plan socio-culturel dans la vie de ces communautés. Comment est-ce qu'on peut améliorer la production de l'huître du Sénégal pour aller dans le marché international. Et l'alternative, c'est l'aquaculture. Et il faut aller à l'élevage. L'élevage de poissons au Sénégal, il est maîtrisé désormais, le tilapia et le clarias. On est en train de travailler sur le développement des espèces marines, démersales, carnivores, difficiles, mais qu'on peut maîtriser avec la coopération qu'on est en train de développer avec l'appui de M. le Président de la République. De 2012 à 2015, le Sénégal a triplé sa production aquacole de 371 tonnes et est passé à 1215 tonnes, soit un taux de croissance de 217%. La diversification a fait un grand bond. Aujourd'hui, la qualité du produit est améliorée. Le marché national et international sont visés. Je vous l'annonçais à Matam, les militaires et paramilitaires se sont rendus aux urnes ce week-end. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin. C'est le constat fait par notre reporter Oumou Kalsoum Sall qui s'est rendu dans l'un des plus grands bureaux de vote de Matam commune. Voici son reportage. Ce bureau de vote, le seul du département de Matam, est logé à l'école élémentaire Matam 2. Il enregistre 109 inscrits. Le vote des militaires et paramilitaires s'y déroule normalement. Pas de dysfonctionnement dans l'organisation. Le vote se passe très bien depuis hier. Sur les 109 inscrits, hier on a eu 19 votants. Tout le matériel nécessaire est sur place, il n'y a pas de manquement. Les membres du bureau sont là et les deux courants aussi, le courant du oui et le courant du oui sont représentés ici. En raison de leurs déplacements fréquents, plusieurs votants ont accompli leur devoir civique avec un ordre de mission, un document dûment visé par les autorités compétentes. La plupart des électeurs, c'est des militaires et paramilitaires qui sont en mission, donc qui sont normalement affectés et qui ne sont pas inscrits à Matam. Donc pour voter, il leur faut une ordre de mission. Et l'ordre de mission est visé par d'abord le service, ensuite l'administration et la Sénat. Bon, comme il n'y a qu'un seul bureau, je me suis dit qu'il fallait mieux me rapprocher pour pouvoir les aider à voter. À Matam, le vote des militaires et paramilitaires n'a pas drainé du monde. Ce manque d'affluence ne surprend pas certains observateurs. Pour le vote militaire, ça a toujours été comme ça. Hein. Depuis que je suis à la SEDA, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'affluence. C'est pas comme le vote civil. Le militaire, généralement, il n'y a pas d'affluence. Depuis que je suis à la SEDA, je n'ai pas constaté d'affluence pour un vote militaire. Avec le dépouillement unique, les résultats de ce bureau de vote seront connus le 20 mars, au soir du vote des civils. Des milliers de jeunes catholiques se sont donné rendez-vous à Diorin pour célébrer les journées mondiales de la jeunesse catholique. Autour de l'archevêque, ils ont médité sur le thème retenu pour cette édition. Les détails dans ce reportage de Anaïs Nyanyamane. C'est dans la joie que la journée mondiale de la jeunesse catholique s'est déroulée à Diorin, dans la région de Fatick. Un moment de recueillement pour cette année dédié à la miséricorde, mais aussi de prière et de remerciements pour ceux qui œuvrent pour le bien-être du prochain. Le pape François, au nom de la mission qu'il a reçue de ce Christ Jésus, notre Seigneur et Maître, nous a fait un cadeau merveilleux avec l'année jubilaire de la miséricorde. Nous avons toujours besoin, écrit-il, de contempler le mystère de la miséricorde. Prions spécialement pour lui en ce jour anniversaire de son élection comme pape et successeur de l'apôtre Pierre à la tête de notre Église. Venu présider la messe solennelle, l'archevêque de Dakar a appelé les jeunes à s'engager librement dans la vie. Comme dit le pape François,
la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour que l'homme ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de son péché. La leçon que nous devons tirer de ce comportement divin, c'est que Dieu nous libère pour que nous soyons vraiment libres. Ne nous laissons pas emprisonner par des peurs et des croyances qui nous éloignent de Jésus-Christ. Ne mettons pas en concurrence notre appartenance à Jésus-Christ avec des allégeances à des pouvoirs occultes ou à des réseaux qui nous enfoncent dans la drogue, la recherche de l'argent facile ou dans le crime. Osons faire des ruptures indispensables qui font de nous des inconditionnels de Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre que les chrétiens sont derrière. En avant, engageons-nous. À la fin de la cérémonie, la paroisse de Diohine a remis la croix pèlerine des jeunes à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine. Cette dernière a l'honneur de recevoir à son tour les jeunes de l'archidiocèse de Dakar pour la 32e édition de la Journée mondiale de la jeunesse prévue en 2017. Le président de la République s'est rendu ce dimanche à Mbacké Kadior, où il a été reçu par le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Le chef de l'État lui a expliqué le sens et la portée du projet de réforme constitutionnelle, une initiative louée par le khalife qui dit être confiant et rassuré quant à l'issue du scrutin. Le reportage d'Omar Ning. À Mbacké Kadior, l'arrivée du président Macky Sall garde son symbole. Ici, il avait effectué son premier déplacement dès son accession au pouvoir. Ici, il revient voir son père, son marabout, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. La rencontre révèle une parfaite entente entre les deux hommes. Salutations respectueuses et allégeances réitérées, le président Macky Sall reste fidèle à sa logique. Il a sollicité les prières du khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le Sénégal va vers une consultation importante pour son avenir. Le projet de réforme constitutionnelle soumis au référendum va dans le sens de la consolidation de la démocratie et du renforcement de l'état de droit. Rien dans le texte n'est contraire à l'islam et c'est le musulman qui le dit. Sur toute la ligne, le projet prend en charge l'intérêt des populations sénégalaises, poursuit le chef de l'État qui a une nouvelle fois salué la posture de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Son message est constant, il faut aider les populations, notamment les plus vulnérables. Aujourd'hui, le président Macky Sall le dit, sa politique est sans doute en droite ligne des recommandations formulées par le khalife. Président Serigne bi néna mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm di la wax na itam nga rafet njortu te sam xel dal bu baax a baax. Rassurez-vous et soyez confiants et sereins. Ainsi parle le khalife général des Mourides. Par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a marqué toute sa satisfaction au chef de l'État. Il lui a exprimé toute sa reconnaissance, la reconnaissance de la communauté mouride pour tout ce qu'il fait. Au nombre des actes posés, l'assainissement de la cité religieuse, la voirie, l'hôpital moderne, l'autoroute Ila Touba, entre autres. Toutes choses qui militent en faveur du soutien de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Après avoir prié pour son hôte, le khalife général des Mourides a eu un tête-à-tête avec un président Macky Sall satisfait de son déplacement à Mbacké Kadior. À l'issue de sa visite, le président de la République est revenu sur sa démarche. Il s'agit pour lui d'une campagne d'explication sur les vrais enjeux du texte qui sera soumis à l'appréciation des populations le 20 mars prochain.
Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Oumar Nying. Rencontrer le khalife général, M. Mokhtar Mbacké, dans le cadre de la campagne que j'entame pour le référendum, lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet important pour la République et aussi lever toute équivoque par rapport aux insinuations et accusations fausses qui sont faites par les partisans du non sur le contenu de la réforme. Alors, bien entendu, solliciter ses prières et son soutien. Je pense que le témoignage qu'il a fait à travers son porte-parole sur notre compagnonnage est suffisant et élogieux et me réconforte dans la conviction qu'Inch'Allah, le 20 mars, le peuple sénégalais, dans sa majorité, va exprimer un vote favorable pour renforcer l'état de droit, la démocratie. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Très satisfait. Et puis, cette attaque terroriste à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, 3 hôtels ont été visés, 6 assaillants neutralisés. Selon le gouvernement ivoirien, le bilan est d'au moins 16 morts, dont 4 Européens et 2 soldats. Voici le récit de Seydina Lunfal. La fusillade a éclaté ce dimanche dans la localité touristique de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Un guide touristique et un témoin affirment avoir vu au moins 4 assaillants armés de Kalachnikov. Le bilan serait d'au moins 16 morts, dont 2 soldats et 4 Européens. Les forces spéciales ont investi le terrain. Le gouvernement a annoncé avoir neutralisé 6 terroristes. Une attaque armée en début d'après-midi a visé l'hôtel de l'Étoile du Sud, situé sur le littoral de Bassam, et 2 autres hôtels. L'identité des assaillants, décrits comme puissamment armés, reste inconnue à cette heure. Mais l'attaque a été revendiquée par le mouvement djihadiste El Mohabitoun de Mokhtar Ben Mokhtar. Des véhicules militaires transportant des mitrailleuses lourdes et des chasseurs traditionnels d'oiseaux armés se dirigeaient vers les lieux de la fusillade. Ville historique et ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam abrite plusieurs hôtels fréquentés par une clientèle d'expatriés. Les ratissages sont en cours, les populations ont été invitées à garder leur calme. La Côte d'Ivoire, frappée pour la première fois par des attentats, a été ouvertement menacée en janvier par des groupes terroristes. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, de l'intérieur du pays où il se trouve, a appris avec une vive consternation l'attaque criminelle terroriste intervenue à Grand Bassam en Côte d'Ivoire et qui fait état de 16 morts selon un bilan provisoire. Le président de la République condamne avec la dernière énergie ces attaques barbares et exprime sa solidarité agissante à son frère et ami, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement et au peuple ivoirien frère. Face à la menace terroriste qui n'épargne aucun pays ni aucune région, le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, en appelle au renforcement de la coopération sous-régionale, régionale et internationale dans la lutte commune contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes et manifestations, fait à Dakar ce 13 mars 2016, signé le service de l'information et de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le chef de l'État a reçu le directeur adjoint du département Afrique du FMI, Ali Mansour, a confirmé le taux de croissance de 6,5% enregistré par notre pays, des performances qui s'expliquent par les réformes engagées dans le cadre de l'assainissement des finances publiques. Voici le reportage d'Oumar Nying. Nous avons d'abord félicité le président grâce à ses efforts. C'est la première fois depuis 12 ans que le Sénégal a atteint un taux de croissance de 6,5%. Et Madame Lagarde cite souvent le Sénégal grâce aux efforts et réformes qui ont été mises en place dans le domaine des finances publiques. Vous avez une gestion des finances publiques saine qui donne une grande crédibilité au Sénégal et comme résultat, vous êtes un d'une poignée de pays africains où le taux d'emprunt reste raisonnable sur les marchés internationaux grâce aux efforts qui ont été déployés. Le PSE est sur la bonne voie. Nous avons donc discuté avec le président comment s'assurer que les taux de croissance qui ont été atteints vont pouvoir continuer pour la durée du PSE jusqu'à 2035
Il y a un très bon début et le Fonds monétaire est à côté du Sénégal pour trouver des solutions concrètes adaptées aux réalités du Sénégal afin qu'on puisse maintenir ce taux de croissance. Le directeur adjoint au département Afrique du FMI, Ali Mansour, propos recueillis par Oumar Ning. Sport, le championnat Ligue 1, la Suneyor a réussi un grand coup en battant chez elle le Guédiawaye Football Club sur la marque de 3-1. Les Diourbellois ont fait une belle opération lors de cette première journée des phases retour. Débat Malik Moïtia. Belle opération pour les Huiliers ce samedi, mais non sans difficulté par moments dès les premières minutes avec des visiteurs qui en montrent de l'envie à revendre. Et puis, un léger remaniement et retournement radical de la situation. 35e minute de jeu, ouverture du score par l'arrière central Abdoulaye Diène. Score à la pause, Suneyor 1, GFC 0. Il sera imité 17 minutes plus tard par Mamadou Diatta Ndiaye. L'appétit venant en scorant, les Huiliers, maîtres de leur sujet, font le siège du camp des banlieusards. Détermination payée par ce troisième but de El Hadj Solo Sané qui reprend de la tête un coup franc à la 71e minute de jeu. 3-0, il ne reste plus aux visiteurs qu'à tenter de sauver l'honneur par le nouvel entrant